Qu'arrive-t-il à la ministre de la Justice? C'est en tout cas la question que se pose une bonne partie de l'opinion. Aujourd'hui, Aimée Laurentine Kanyana dit une chose. Le lendemain, elle dit son contraire, le plus sérieusement du monde, sans cligner des yeux. De quoi dérouter son monde? Mardi, la ministre a dit, je la cite, en mon statut de femme et de ministre de la Justice pour ce mois dédié à la femme, je demande au procureur général de la République de libérer conditionnellement les juges, agents des services de renseignement, policiers et militaires, sauf ceux qui ont volé avec des armes. Je les connais, on travaille ensemble, ils ont un travail très dur et sont souvent soumis à de multiples tentations. Fin de citation. Or, une semaine avant, elle avait déclaré devant des juges au tribunal de Nahangwa à Bujumbura, je la cite encore une fois, « Vous, les juges, quand vous faites emprisonner injustement des gens et quand vous êtes à table en train de manger, est-ce qu'il vous arrive de penser à vos victimes qui n'ont rien à manger? Nous allons désormais sévir contre les juges qui ne font pas correctement leur travail. » Les récents propos de la ministre sont donc un revirement à 180 degrés. Un revirement que nous allons décortiquer dans cette 75e édition du Club de la Presse avec nos deux invités. Honneur aux dames, Maître Immaculée Hunja, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes avocate. Oui. Et puis nous sommes également avec Aloïse Nioyita, journaliste consultant indépendant. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Bonjour aussi aux téléspectateurs. Mais justement, à toutes, à tous, bonjour, bienvenue. On commence par vous, Maître Immaculée Hunja. Quel sens juridique donnez-vous à la demande de la ministre au procureur général de la République? Merci. Ces derniers jours, on a observé ce genre de déclarations publiques, des déclarations qui sont tellement et fondamentalement différentes. Ce revirement ne peut être qualifié que pas tellement dans le cadre juridique en premier lieu, mais cette fois-ci, moi, ma lecture de toutes ces déclarations, c'est que la... Et si on s'en tenait pour l'instant à la dernière déclaration, à la dernière... la demande au procureur général de la République, est-ce qu'elle a un sens juridique? C'est, à mon humble avis, la ministre de la Justice vient de prouver au monde le manque d'indépendance de la justice burundaise. Voilà maintenant, c'est ce qui a été toujours décrié, des institutions où l'exécutif s'ingère beaucoup, et officialise son ingérence dans le judiciaire. C'est ma lecture et on ne peut qualifier, cette déclaration, toute la dernière, de cette manière. Le manque d'indépendance, ce sont même ces institutions elles-mêmes le savent et le ministre, par ses déclarations, la toute dernière, c'est l'officialisation, elle assume, elle prouve cette fois-ci le manque d'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous voulez dire que c'est la première fois que cela arrive? Non. C'est connu, ça a été décrié, ça se trouve dans des rapports de toutes les institutions où l'exécutif s'ingère dans le judiciaire. Alors, voir un ministre de la Justice donner injonction au procureur pour des dossiers qui sont aux mains de la justice, moi je crois que ça se faisait, ça se dit, ça se trouve dans des rapports, et je crois que même l'institution judiciaire le réclame toujours qu'il y ait l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, avoir cette déclaration, ce n'est qu'une confirmation, une preuve, encore une fois, que le pouvoir judiciaire n'a pas une indépendance voulue et dont parfois elle se réclame. Aloïse Nioyita, vous suivez les choses de près en tant que journaliste et vous êtes également, avant d'être journaliste, vous êtes citoyen burundais. Comment est-ce que vous avez réagi en entendant cette demande de la ministre auprès du procureur général de la République? Parlons de la situation carcérale au Burundi.
Je crois que oui, vraiment quelque chose doit être fait. Quelque chose doit être fait. Alors maintenant, comment faire cette chose? Faut-il le faire de manière légale ou illégale? Elle a dit, c'est illégal, mais quelque chose doit être fait. Je vais vous dire un peu, je vais vous présenter un peu la situation justement actuelle. Hein. Ça date, la situation date de décembre, le 31 décembre, ce que je vais vous montrer ici. 2018 2018. Donc nous avons 11 prisons sur tout le territoire national. La capacité d'accueil au total des 11 prisons normales, la capacité normale, c'est 4190. Actuellement, le total de prisonniers dans les prisons en fin de décembre 2018, c'était de 12 110. Donc, ça veut dire trois fois la capacité. 3 fois, dont 548 femmes, 121 enfants, soit une surpopulation carcérale de 230%. Parmi les 12 110, nous avons 53% qui sont dans une situation de détention préventive. Alors, le directeur des affaires pénitentiaires, M. Gervais, comment il s'appelle encore? Gervais Ndouhiroussa, si je me trompe. Allez-y. A évoqué les problèmes que rencontrent les prisons au Burundi en général. Il y a la surpopulation carcérale, je viens de citer les statistiques, pour nous parler que de Bujumbura, sur 8 places en temps normal, vous avez 4000 détenus. Tant que ça. Oui, et qui ne sont servis que par 3 agents logistiques et 4 agents affectés aux affaires sociales. On a compris donc qu'il y a une surpopulation alarmante en fait de ces prisons. Ouais. Est-ce que pour vous, quand vous dites qu'il faut absolument faire quelque chose, donc la demande de la ministre est l'une des solutions pour vous? La demande de la ministre est l'une des solutions. Le président. Donc c'est normal pour vous? C'est normal qu'on pense à désengorger les prisons. Comment? C'est ça la question. Le faire légalement ou le faire illégalement, c'est cela la question. Et comme elle vient de le dire, la demande est illégale. Elle a parlé de catégories bien précises en parlant des policiers, des agents du service de renseignement, des militaires également. Est-ce que cela vous paraît, ça peut être une solution pour vous? Les prisons, c'est autant de catégories de personnes qui sont dedans. Donc, dans les 12 000, vous avez plusieurs catégories de personnes. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui l'a motivé à seulement parler de ces... parce que la mesure... Elle a expliqué. Ce qui l'a motivé, elle a expliqué, elle a dit, je les connais, ils ont un travail très dur, on travaille ensemble, ils sont soumis à de multiples tentations, et donc ce sont des catégories à part, et donc il faut les comprendre pour les libérer. On a souvent évoqué d'une situation surréelle qui existe dans ce pays. Est-ce qu'il faut faut-il procéder émotionnellement ou faut-il procéder légalement? C'est cela la question. Par rapport à cette décision, je la juge émotionnelle et pas légale. Donc, elle est incorrecte. Dans quel cadre une telle demande peut se faire, Maître Wunja? Permettez-moi, Monsieur Franck, de revenir un peu sur ce que Monsieur Alice vient de dire. M. Alice a briefé un peu sur la situation carcérale. Donc, je voulais dire que la surpopulation carcérale ne date pas de 2015. Elle a été toujours décriée. Autre chose, s'il y avait des mesures, s'il fallait désengorger, par exemple, je ne peux juste un petit... Est-ce que ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, c'est un exemple. Est-ce que tous ont été libérés, sortis des prisons? C'est pour vous dire que si on veut réellement désengorger, on ne procède pas cette fois-ci à des décisions ou à des messages qui sont contraires à la procédure judiciaire.
Donc, maintenant, en réagissant à ce que vous dites, s'il existe, j'aimerais parler un cadre où une oui, telle demande j'aimerais peut être parler formulée. avant, c'est que ces décisions de la ministre concernent des catégories de personnes dans un contexte très difficile, dans un contexte conflictuel au Burundi. Le contexte burundais n'est pas un contexte de paix, un contexte normal. C'est un contexte où des groupes de gens, même des professionnels, parmi eux, ont commis des infractions, ont commis des crimes de droit international. Alors, prendre ces décisions de façon partisane dans des secteurs professionnels qui sont chargés de juger, qui sont chargés d'enquêter, qui sont chargés de protéger, qui sont chargés de la sécurité de la population, ça fait peur, monsieur, et c'est inconcevable dans le contexte actuel. Voilà, c'est pour vous dire que cette catégorisation des prisonniers, des détenus, semble, comme Aloïse vient de le dire, irréaliste dans le contexte burundais actuel. Mais vous n'avez pas encore répondu à ma question. Est-ce qu'il existe un cadre dans lequel une telle demande de la ministre de la Justice peut effectivement se formuler? Oui. D'emblée, je vois les cas par exemple, les cas de la grâce présidentielle. Ça veut dire que les gens ont été jugés, reconnus coupables, et cette fois-ci, ils demandent, les coupables, donc ils demandent la grâce présidentielle. Là, il y a quelque part le ministre qui doit soumettre ces demandes. Autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est une chose. Ces groupes de gens ont commis différents crimes, différentes infractions. Ils ne sont pas poursuivis dans le même chef d'infraction. Ils ont, au niveau judiciaire, ils ont des avocats, ils se défendent. Ils ont des dossiers qui suivent la procédure ordinaire des tribunaux, des juridictions burundaises. Alors, s'ils arrivent, qu'ils demandent eux-mêmes qu'ils soient libérés, ce sont eux-mêmes, avec les avocats, qui demandent, cette fois-ci, aux juridictions saisies, d'être libérés sous condition. Et donc la demande, elle parvient à la ministre, et la ministre l'analyse et la soumet, peut donc formuler la demande au procureur général de la République. Mais la demande conditionnelle, vous la soumettez à la juridiction qui est saisie, qui traite de votre dossier. Vous ne la soumettez pas au ministre. Donc, c'est pour vous dire que ce genre de cas peuvent exister, mais il y a des procédures judiciaires qui sont reconnues, qui sont établies pour ce genre de demande. Oui, j'aimerais revenir quand même sur l'intervention du directeur général des affaires pénitentiaires qui a évoqué des problèmes que vivent les gens dans les prisons au Burundi. Excusez-moi de prendre un peu de votre temps. Il a parlé de la surpopulation. Vous êtes là pour vous exprimer. Oui, il a parlé de la surpopulation. J'ai donné l'exemple de Bujumbura. Il a parlé d'un manque de logistique. J'ai parlé de 3 agents qui doivent servir plus de 4000 personnes. Il a parlé de problèmes de vestuité terrible des infrastructures. Il a parlé de manque d'avocats qui devaient défendre les dossiers. Madame parlait, et tu avais posé des questions par rapport à un cadre qui devait définir les conditions. Oui, elle a parlé d'un décret présidentiel, n'est-ce pas? Je pense que le décret précise toujours les catégories des personnes qui doivent être concernées par la décision, mais il y a toujours... Bon, je n'ai pas de ce secteur-là, mais j'ai toujours vu chaque fois qu'il y avait ce genre de décret, il y avait aussi des commissions qui étaient créées, n'est-ce pas, pour voir si l'application du décret se fait exactement tel qu'est défini par le décret. C'est ce qui serait logique. Ce qui serait logique, ce ne sont pas des décisions prises
par des individus émotionnellement, mais c'est que ce qui serait important, c'est que on procède justement à désengorger ces prisons, mais en procédant de manière légale. Oui, ça c'est bien de donner effectivement cette présentation de la situation carcérale au Burundi et de dire effectivement comment les choses, normalement, à votre avis, devraient se passer. Maintenant, comment pouvez-vous expliquer la contradiction qu'on a relevée dans les propos de la ministre? Bon, j'ai parlé d'une situation un peu surréelle, hein, où on entend une personne dire ceci aujourd'hui, et demain dire autre chose. On a entendu le ministre savonner complètement le corps judiciaire, oui, en disant « je sais que vous êtes corrompu, je sais ceci et cela ». Et qu'une semaine après, la même dame vienne dire « oh, je sais que vous avez des difficultés de travail, vous avez des contraintes qui font que vous tentations auxquelles vous êtes soumis, qui font que vous pouvez faire telle ou telle autre erreur. Alors maintenant, où est la cohérence? C'est ça la question. Moi, je me dis qu'elle devrait être cohérente. Elle a dit qu'elle va punir les coupables. Il faut punir les coupables. Ne pas aujourd'hui dire je vais punir les coupables. Et aujourd'hui, ceux qui ont été déjà attrapés dans les infractions, qui sont déjà en prison, aller dire oh, je sais que vous avez des difficultés de travail, des contraintes, je vais vous libérer. Ça, c'est du surréalisme, comme je disais. Comment expliquer la position de la ministre qui fasse une telle demande? Qu'est-ce qui peut justifier cette position, ces propos? À mon humble avis, quand le jour X, la ministre a un ton professionnel, elle condamne les agissements des magistrats, des juges dont elle a la charge. Là, tout le monde applaudit. Et quelques jours après, ou le surlendemain, elle dit chers collègues, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Maintenant, je vous comprends. Vous êtes soumis à plusieurs tentations. Maintenant, on va vous relaxer. On vous comprend. Vous comprenez que d'abord, elle-même, elle a subi, ou son institution a subi trop de pression. Cette fois, c'est des pressions politiques. Donc, vous voulez dire que les propos ne viennent pas d'elle? Non, parce que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, vous lancez, vous travaillez professionnellement, vous mettez en demande, donc vous travaillez professionnellement aujourd'hui, vous donnez des instructions, vous parlez du professionnalisme, des juges, donc dans votre institution, et le surlendemain, on dit on vous comprend très bien, on va maintenant vous libérer. Est-ce que vous pouvez imaginer la crédibilité que le ministre peut en tirer vis-à-vis de l'opinion publique et vis-à-vis aussi de son institution dont elle a la charge? Comment demain, après une telle déclaration, va-t-il s'imposer, va-t-il imposer le respect de la loi sur le plan professionnelle, sur le plan la déontologie professionnelle dans le ministère dont elle a la charge? Encore une fois, on se retrouve sur le même truc, ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. On ne peut pas concevoir une telle attitude d'une personne, d'une aussi haute personnalité, chargée d'une institution très importante qui doit garantir la justice pour tous. Alors, on est en train de parler, de comprendre comment elle peut tenir de tels propos. Elle vient de parler du fait que ça doit être hautement politique, que ça peut avoir été dicté, par exemple, d'en haut, comme on dit, comme d'habitude. Mais est-ce que le contexte ne peut pas... vous avez parlé du contexte de la surpopulation des prisons, mais le contexte notamment des élections, est-ce que cela ne peut pas expliquer notamment le besoin de bras, comme certains le pensent, hein, notamment de policiers, notamment de juges pour mater l'opposition, etc., etc. Est-ce que ce contexte-là ne peut pas le justifier, ne peut pas l'expliquer? Bien sûr.
on avance vers les élections 2020, si les élections auront lieu, et tout doit être fait pour se rendre sympathique. Mais je me demande si c'est vraiment, même s'il fallait se rendre sympathique pour préparer les élections 2020, est-ce que c'est vraiment cette catégorie-là qui devrait plutôt être exemplairement punie? Parce que c'est cette catégorie-là qui doit, je dirais, être debout pour la loi. Donc, et c'est la loi qui soutient le pays, c'est la loi qui soutient la vie d'un pays, la vie des institutions. Je crois que moi, si j'étais, si c'est moi qui devais jouer, qui avait ce rôle-là de ministre de la Justice, j'aurais dû faire que, peut-être qu'il y a d'autres catégories qui ont besoin. Il a parlé, parmi cette catégorie-là, on sait qu'il y en a qui ont été accusés de bévue. Hein. De crimes graves. De crimes graves. De meurtre, d'enlèvement. Oui, mais même si peut-être que plus tard on va voir, même si dans cette catégorie, c'est tout le monde qui sera concerné. Si ce ne sera pas une partie qui sera graciée et une autre qui sera maintenue en prison. Oui, il pourrait le faire hein, pour des raisons de propagande politique, mais je ne pense pas que ça soit cette catégorie-là qui devait être visée en premier, parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin. Il y a la population, il y a les jeunes manifestants, par exemple, qui ont été graciés, et qui sont très nombreux, hein, qui ont été, parmi eux, certains ont été graciés en fin décembre 2018, mais qui n'ont jamais sorti de la prison, alors qu'il ferait un grand nombre pour aller donner la voix à ceux qui leur ont donné cette grâce. Je ne pense pas que ce soit vraiment les agents de SNR, les juges, les policiers, les militaires qui soient vraiment un grand nombre pour aller donner les voix pour les élections de 2020. Et donc pour lui, c'est pratiquement une communication populiste hein, pour plaire à une certaine catégorie de personnes. Mais est-ce que vous pensez, Maître Moundja, que le procureur général de la République peut recevoir favorablement cette demande de la ministre? Mais ça ne sera pas pour la première fois. Quand le politique, quand l'exécutif s'ingère, ce n'est pas pour la première fois de tels dossiers. Donc, on ne sera pas surpris que demain, des dossiers soient traités rapidement et que ces gens sortent. Parce que, cette fois-ci, quand la justice ne peut plus être indépendante, suit les injonctions de l'exécutif, ce ne sera pas pour la première fois que ça se fait. Et on voit, ce ne sont pas les seuls jugements, ou encore, ce ne sera pas les seules décisions. Ça s'est déjà fait, madame. Souvenez-vous de la semaine, il y a une semaine ou deux. Oui. La ministre avait procédé de la même manière quand elle a parlé de la libération des 3 jeunes filles qui avaient fait des gribouillis sur la photo du président. Alors maintenant, je crois que les journalistes ont posé des questions au juge et à l'avocat des jeunes filles. Il a dit, moi je n'en sais rien. Donc normalement, il y a des procédures qui doivent être suivies. Je n'en sais rien. Il a dit, je ne donne pas de réponse parce qu'on voulait savoir, est-ce que les jeunes filles vont être libérées cet après-midi? Les jeunes filles ont été libérées le lendemain de la déclaration de la ministre. Donc, ministre pour dire que si elle a annoncé ça, je vous jure... ces gens vont sortir. Ces gens vont sortir. Alors qu'ils ont des dossiers judiciaires. Autre chose, je suis d'accord avec ce qu'Aloïse a dit. Je ne connais pas le nombre des catégories, le nombre de toutes ces personnes. Les manifestants sont plus nombreux de toutes les façons. De ces catégories de personnes que le ministre maintenant a mis en avant. Madame, je te rassure, je te garantis. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si réellement, au niveau des statistiques, même si ces gens sortaient, est-ce que vous croyez qu'au niveau statistique, ce sont ces gens qui constituaient la grande catégorie de la population carcérale? Croyez-moi, madame, les manifestants sont plus nombreux. Alors, dans ce cas, je vous dis, le lendemain, on fait, pour cette fois-ci, dire la réalité qu'on vivait avant même 2015 et qu'on vit actuellement,
on va en sortir pour des raisons politiques, quelques catégories de personnes, mais on va en faire rentrer encore D'autres. d'autres. Et d'autres qui ont commis des délits mineurs. Ou peut-être même injustement. Même injustement, même illégalement, parce qu'aujourd'hui, la procédure elle est accélérée. On arrête des gens, on les renvoie le lendemain, ils sont déjà dans des prisons pour des délits ou des délits mineurs, comme l'exemple que vous venez de citer. Il y a encore des manifestants qui sont là, et qui sont très nombreux. Et il y a aussi d'autres prisonniers de droit commun qui sont là depuis longtemps. Vous ne parlez pas notamment des membres des partis d'opposition aujourd'hui, notamment le CNL. Permettez une anecdote. Et chaque jour, assez rapidement, parce que le temps nous presse. Oui, une anecdote, c'est que le directeur général des affaires pénitentiaires se plaignait justement, parce qu'il a dit, aujourd'hui, on en libère autant, et quelques jours, on a le double ou le triple. Il a donné l'exemple de 2017, où on a gracié des personnes qui sont sorties, et après, il a vu le nombre doubler ou presque tripler. C'est-à-dire parce que, donc, arrêtés en désordre par des gens qui, certains, n'ont même pas la compétence d'arrêter. On tend vers la fin de cette édition. Quelles pourraient être les conséquences des propos de la ministre? Les conséquences qui sont connues, donc d'abord ce qui est déplorable, c'est encore une fois la décrédibilisation de l'institution d'un ministère qui a la charge, la grande charge, qui a la lourde charge d'assurer la justice à tous. Ensuite, c'est encore une fois l'officialisation, la preuve, cette fois-ci officielle, qui a été toujours décriée, mais parfois aussi non assumée, où toutes les décisions judiciaires sont parfois décidées par des décisions illégales et en violation de toutes les procédures judiciaires. Donc, vous voulez dire que non seulement si cette décision de libérer des gens illégalement survient, donc ça va encore avoir, on va avoir d'autres décisions de la sorte. D'autres décisions de la sorte et toujours des décisions contradictoires. Donc, on est en train de parler, Aloïse, de conséquences. Est-ce que parmi les conséquences, les justiciables ne risquent pas de ne plus avoir confiance en la justice? C'est ce que j'allais dire. C'est la dépendance de la justice qui est mise à nu, comme vous disiez, qui est commandée à partir de quelque part. Une action qui est juste déclarée en public et du coup, tout de suite, les juges se mettent à mettre en exécution quelque chose qui est dit dans un discours public. Ce qui veut dire que, est-ce qu'on va encore croire dans la procédure judiciaire? Bon, certains n'y croyaient pas déjà, du fait que, comme je le disais, aujourd'hui, on arrête n'importe comment et par n'importe qui. N'importe qui vous arrête n'importe comment et vous êtes mis en prison. Vous avez vu les chiffres, 53% en prévention détentive, préventive. Donc vous comprenez que c'est difficile d'avoir confiance dans cette institution actuelle. Pour terminer, Maître Ounja, quel conseil pourriez-vous donner à la ministre Aimée Laurentine Kanyana, qui est quand même assez jeune par rapport à vous, et vous êtes même dans le même secteur de la justice? Oui. C'est d'assumer son rôle. Son rôle, sa mission, qui est la mission primordiale, qui lui est confiée à travers son institution de justice. Qu'elle parle pour toute la population, qu'elle parle pour la justice, qu'elle plaide une bonne justice pour tous. C'est tout ce que c'est dans ces mots très simples. Quand vous avez en charge une telle institution, le regard doit porter sur toute cette population carcérale qui se retrouve dans cette situation illégalement
en violation de toutes les procédures. Et cette fois-ci, c'est ainsi que tous les Burundais auront confiance à la justice, à cette institution. C'est par ces conseils donc à la ministre de la Justice, par Maître Onja, que nous terminons cette 75e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Aloïse Nioïta, journaliste consultant indépendant, et Maître Immaculée Onja, avocate. Merci encore une fois pour vos éclairages. Je vous remercie aussi. Merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.